Bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints, bienvenue. Merci aux fidèles qui sont là depuis un certain temps. On aborde à présent notre 7e session de Futurapolis Planète, toujours en direct du Quai des Savoirs de Toulouse. Je vous rappelle à nouveau qu'on vous a remis un QR code sur vos chaises et en le flashant, vous aurez la possibilité de poser des questions à la fin de la session qui nous occupe actuellement, d'une actualité brûlante. On l'a intitulé « Demain, tous HPI ». Le succès des livres de développement personnel témoigne du désir croissant des Français de trouver des réponses à leur mal-être avec ce concept de haut potentiel intellectuel comme explication valorisante à nos difficultés relationnelles. On assiste en temps réel à la naissance d'un mythe moderne. Les enfants ne sont pas épargnés par des parents qui projettent sur eux des fantasmes de réussite. Est-ce qu'on se dirige vers une véritable épidémie d'élèves diagnostiqués zèbres ou surdoués, au risque de passer à côté d'un diagnostic plus tangible? Quelle est la part du biologique? Quelle est la part du social? Ou ne s'agit-il finalement que de nouvelles stratégies éducatives pour les CSP+? Pour en parler, sous vos applaudissements, voici le docteur Mélina Huc, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, spécialisé dans les troubles neurodéveloppementaux, et Franck Ramu, directeur de recherche au CNRS. Ce qu'on va faire, et ce qui sera peut-être le plus logique, c'est de commencer par partir sur une définition. Est-ce qu'on doit dire, je me tourne vers vous, Franck, HPI, haut QI, haut potentiel intellectuel, voilà, qu'est-ce qu'on doit employer pour être bien dans les clous? Je parle aux scientifiques. On peut dire comme on veut. Moi, je dis haut QI parce qu'au moins on sait de quoi on parle, on sait ce qu'on a mesuré et on sait quels critères on a appliqués. Ça veut dire que la personne a un quotient intellectuel qui est très élevé, au-dessus de 130, donc 2 écarts types au-dessus de la moyenne de la population. Après, il y a des gens qui préfèrent dire haut potentiel parce qu'ils se projettent vers l'avenir. On a mesuré le QI d'un enfant et on imagine que ça lui donne un très grand potentiel, mais bon, ça veut dire qu'on fait une hypothèse sur l'avenir. Et puis, bon, il y a des gens qui proposent des définitions alternatives, mais voilà, moi je préfère rester sur le concret. Pourquoi, finalement, je l'ai dit, on l'a présenté dans la table, il y a un fantasme autour de ça, c'est quelque chose de très valorisant, souvent c'est chez les enfants, c'est une explication aussi des problèmes personnels qu'on a. On se dit, ben, si je suis en échec ou en souffrance, si j'ai des troubles mentaux, c'est peut-être lié au fait que je n'ai pas été diagnostiqué HPI. Alors, d'ailleurs, c'est pas forcément, c'est pas un diagnostic, en fait, Mélina. C'est ça le problème, c'est que... Alors non, effectivement, on parle beaucoup de diagnostic d'HPI, mais c'est une dénomination qui n'existe pas du tout dans les catégories diagnostiques en psychiatrie et en pédopsychiatrie en particulier. Ça n'existe pas, tout simplement. Alors si on revient un petit peu en arrière, quand même, on a constaté l'émergence de gens qui se définissaient comme surdoués, qu'on identifiait comme ça. Comment est arrivée cette définition-là? Il y a des facteurs concomitants. La société avait besoin, à un moment donné, de mettre des mots sur quelque chose. Comment vous l'avez vu, vous, en tant que praticienne? Alors, on s'est intéressé beaucoup plus progressivement au fonctionnement neuropsychologique des enfants que l'on rencontrait dans nos consultations. Et effectivement, ça nous a amené à se rendre compte que certains avaient des compétences vraiment plus élevées que la moyenne dans certains domaines. Et il y a eu des questions légitimes qui se sont posées sur la causalité potentielle entre ces deux phénomènes qu'on voyait concomitants. Et certains ont voulu vraiment aller dans cette veine-là. Sans se fonder sur des études scientifiques ou... Alors, je dirais que dans un premier temps, en médecine, on est souvent amené à faire un petit peu ça, d'essayer d'aller voir et d'écouter nos patients, de les suivre pour voir si cette hypothèse est justifiée. Et puis ensuite, effectivement, la science vient nous aider à aller un peu au-delà de ce qu'on voit dans notre cabinet. Parce qu'effectivement, si on ne rencontre que des personnes qui viennent pour demander ce genre de
de diagnostic, on va perdre un peu de vue le reste de la population qui ne demande pas forcément de diagnostic tout en ayant les mêmes caractéristiques. Donc déjà, il y aurait un biais, vous dites, tiens, mais il y en a beaucoup de plus en plus. Alors que non, c'est eux qui viennent vous voir de plus en plus. Ça ne veut pas dire qu'il y en a de plus en plus dans la population générale. Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes à haut QI dans la population générale, Franck Ramu? Est-ce que ça augmente? Est-ce qu'on devient tous des génies? Alors, en théorie, non, puisque les scores de quotient intellectuel sont étalonnés par rapport à la population actuelle. Et ils sont réétalonnés tous les 10 ans, ce qui fait que même si... Comme ça, un ratio, ça ne peut pas bouger. Voilà, exactement. Même si la population devenait de plus en plus intelligente objectivement, et ça a été le cas tout au long du XXe siècle, c'est ce qu'on appelle l'effet Flynn, en fait, comme on réétalonne tous les 10 ans, les scores ne bougent pas. Et donc, la proportion de la population qui peut avoir le label OQI, c'est toujours à peu près 2%. Voilà. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je suis mal dans ma peau, j'ai un job qui ne me plaît pas forcément, je trouve que tous les gens sont cons autour de moi, j'ai besoin d'avoir une explication valorisante, et là je vois apparaître dans la culture populaire les HPI. Je suis HPI non diagnostiqué, il se passe quelque chose. Et si c'est vraiment le cas, qui peut me diagnostiquer? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est un test avéré? Et est-ce que ce serait une explication, parce que vous avez mené des études sur des grosses cohortes, de dire si je suis aussi mal, c'est forcément corrélé au fait que je suis au potentiel intellectuel? Alors d'abord, savoir si on est HPI, ça oui, c'est un test objectif qu'on peut passer chez un psychologue, voilà, et qui va vous donner un score. Alors bon, il y a toujours une marge d'erreur, rien n'est parfait évidemment, mais donc oui, on peut avoir une réponse fiable à la question est-ce qu'on est HPI ou pas. Après, est-ce que ça va répondre à toutes vos angoisses existentielles et à tous les malheurs qui vous sont arrivés dans votre vie? Là, c'est moins certain. C'est vrai que le problème vient beaucoup de tous les discours qui associent des caractéristiques aux personnes avec OQI. Ils sont hypersensibles, ils sont angoissés, ils ont du mal à l'école, ils sont décalés avec les autres, etc., etc. Ils ont des problèmes de relations sociales. Bon, quand on regarde vraiment dans les études scientifiques, les grandes cohortes de personnes qui ont passé un test de QI et pour lesquelles on a aussi un diagnostic, on se rend compte qu'en fait, non, les personnes à haut QI n'ont pas plus de problèmes que les autres, ils n'ont pas plus d'échecs scolaires que les autres, ils en ont moins, ils n'ont pas plus de troubles psychiatriques que les autres, ils en ont juste autant, voire un peu moins, ça dépend. Donc non, en fait, avoir un haut niveau d'intelligence, c'est plutôt une chance dans la vie. Il va falloir que je trouve une autre explication pour mon malheur. Oui. Vous dites de votre côté, Mélina, que justement, être anxieux, avoir des difficultés pour aller à l'école chez un enfant, c'est pas forcément causal. On va vite en besoin, on va dire c'est forcément qu'il est HPI ou zèbre. Oui, ça c'est, je pense que le problème essentiel de cette mode, si j'ose dire, c'est surtout de faussement attribuer à des surcompétences qui peuvent être présentes, des difficultés qui ont d'autres causes, et ça nous amène à ne pas les prendre en charge correctement. Ou avoir un retard de prise en charge, parce que ça peut être, oui. Parlons très concrètement, être dans le spectre de l'autisme, être des problèmes neurodéveloppementaux importants, qui vont être occultés par le fait qu'on croit que c'est HPI. Alors typiquement, moi, pour faire du diagnostic de personnes avec de l'autisme sans déficience intellectuelle à l'âge adulte, je vois régulièrement des personnes qui ont eu un diagnostic, avaient des difficultés d'adaptation à l'école très importantes, avec des refus scolaires anxieux, par exemple, des moments de dépression importants à l'adolescence, et qui ont eu un test de QI au décours de cette hospitalisation, par exemple, pour comprendre leurs difficultés, et voyant qu'ils avaient de très bons niveaux, on leur a dit, bah voilà, vous êtes HPI, c'est de là que viennent vos difficultés. Et puis, 4-5 ans plus tard, moi, je les rencontre, et ils me disent, moi, ça ne m'a pas du tout répondu à mes questions, à mes problématiques. Et le diagnostic, il arrive bien tard pour les sortir de difficultés d'insertion sociale qui auraient pu être prises en charge bien plus tôt. Oui. Et justement, sur cette hausse de fréquence des gens dits HPI et tout ça, vous le constatez, vous aussi, à votre échelle? Il y a de fait, la fréquence de gens qui se posent la question, oui, forcément, il y a plus de gens qui se posent la question, parce qu'on en parle plus. C'est vrai pour, je pense, à peu près toute la psychiatrie. Les gens se posent plus de questions. Alors, il y a des
des diagnostics qui sont plus valorisants que d'autres. Donc, on ne va pas forcément aller rechercher un diagnostic de schizophrénie, alors qu'il n'y a pas de raison. Mais effectivement, il y a plus de gens qui se posent la question. Ça, c'est tout à fait légitime. Après, la difficulté, en tant que praticien, c'est de pouvoir répondre autre chose que oui ou non. Oui. Et d'aller essayer de faire vraiment le point sur qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce que vous venez chercher en posant cette question. Parce que dans certains cas, si c'est mon enfant il s'ennuie, il fait l'andouille en classe, est-ce qu'il peut sauter une classe? Il n'y a pas vraiment besoin d'un psychiatre pour ça. Et s'il a vraiment des difficultés. Au point que vous pensez peut-être même que ça vient encombrer d'autres diagnostics ou d'autres personnes qui auraient un besoin peut-être plus criant. Alors, je ne sais pas si on peut dire que ça vient encombrer. Les gens, ils ont le droit de poser leurs questions. Simplement, en fonction de la réponse qui leur est faite, parfois peut-être on crée de la confusion et surtout on fait perdre du temps à ceux qui ont même par exemple un trouble anxieux qui demande une prise en charge spécifique. Ouais. Franck, vous souhaitez réagir? Oui, sur la question, est-ce que le nombre de personnes à OQI augmente? Le nombre véritable de personnes à OQI n'a aucune raison d'augmenter, d'autant plus que c'est relatif à la population. Mais par contre, le nombre de personnes qui sont détectées comme OQI, celui-là, il augmente sans aucun doute. Mais de même que les personnes qui sont... statistique, là. Oui, mais de même que tous les diagnostics augmentent en ce moment. Tous les diagnostics de dyslexie augmentent, tous les diagnostics d'autisme augmentent, tout simplement parce que la connaissance de ces troubles et de ces catégories augmente, parce qu'il y a plus de demandes de la part des familles et parce que les cliniciens, les psychiatres, les psychologues aussi donnent plus de diagnostics. Donc voilà, il y a une meilleure reconnaissance du phénomène et donc c'est normal qu'on en détecte plus. Et a fortiori pour les personnes à OQI, parce qu'avant, il n'y avait aucune raison de les détecter. La plupart des personnes qui ont un OQI, ils réussissent très bien à l'école, ils ont une vie comme tout le monde, mais ils ne vont jamais chez un psychologue passer un test de QI. Donc la plupart ne sont jamais détectés. Et donc maintenant, on en détecte un petit peu plus parce qu'effectivement, il y a un effet de mode, il y a une demande de la part des parents ou des adultes pour ce genre d'étiquette. L'emballement dont je parlais, aujourd'hui, on l'a titré volontairement Demain tous HPI. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? On l'a vu aussi dans la culture populaire. Il y a une série qui marche très fort sur TF1. On voit que ça joue. Enfin, vous arrivez en bout de piste de cet emballement-là. Donc, qu'est-ce qui est cette quête de sens, c'est cette volonté de se valoriser dans ses difficultés personnelles? C'est quoi? D'essayer de mettre des mots sur quelque chose qui nous échappe depuis longtemps en disant mais je suis déphasé par rapport à ce monde, vous voyez. Il y a une quête de conformité et en même temps d'être un peu extraordinaire, je crois, qui est assez ambivalente. On veut à la fois être certain de s'enlever l'anxiété de la réussite, si j'ose dire, et en même temps pouvoir se dire qu'on a quelque chose de plus. Et l'intelligence peut en faire partie, mais dans bien des cas, des personnes qui n'ont pas forcément OQI ont plein de choses à apporter aussi à la société. Je pense qu'il y a la recherche de matérialiser par un chiffre quelque chose qui est... Et ça s'inscrit dans une société de plus en plus compétitive aussi. On doit être de plus en plus efficient. Donc je pense qu'il y a quelque chose de rassurant, ou en tout cas de se mettre dans la course. Et je parlais tout à l'heure des parents et des enfants, de se dire, dans cette grande compétition collective où il va falloir être le meilleur demain parce que les choses se complexifient, s'il a de l'avance parce qu'il est haut potentiel, s'il est comme si, vous voyez. C'est paradoxal parce que finalement il y a à la fois une anxiété parentale effectivement qui augmente. Je pense que moi je suis parent, on est tous aussi assez inquiets pour nos enfants, probablement bien plus que ce que c'était auparavant. Mais paradoxalement s'est développé avec ce phénomène d'HPI un discours sur la difficulté, le poids que représente l'intelligence, enfin en tout cas supposé que représenterait cette intelligence hors norme pour ces personnes-là. Et donc ça crée au contraire une angoisse en disant peut-être qu'il va avoir des problèmes à l'école parce qu'il est très intelligent. Et donc c'est une espèce de... Ça tourne un petit peu en boucle et c'est le côté paradoxal et le message ce serait plutôt rassurez-vous, l'intelligence c'est plutôt bien, mais on peut se sortir très bien dans la vie aussi en ayant un peu moins, c'est pas forcément un problème. Franck. Oui, je pense que à toutes les époques, les gens se sont posés des questions existentielles. Qui suis-je? Où vais-je? Pourquoi est-ce que je suis comme je suis? Et après, en fonction des époques, les gens cherchent des réponses parmi les concepts qui sont disponibles.
Et donc, bon, il y a eu la dyslexie, il y a eu l'autisme, et ces 10 dernières années, il y a beaucoup le HPI, et je pense pour des raisons tout à fait anecdotiques, parce qu'il y a quelques livres qui sont sortis, qui ont été très populaires, et qui jouent sur les histoires du surdoué malheureux, du génie incompris, etc. Et ce sont des livres qui décrivent des portraits de personnes dans lesquels beaucoup de gens peuvent se reconnaître, en fait. Hein, c'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. C'est comme si on vous distribue un horoscope au hasard, vous lisez la description, vous dites « Ah oui, c'est tout à fait moi », alors que ça a été tiré au sort. Bon, bah là, c'est pareil, on voit des qualités qui sont associées au QI, on se dit « Ah bah oui, ça me ressemble », et du coup, les gens s'identifient beaucoup à ça. Vous dites que c'est anecdotique, mais dans la même phrase, vous dites derrière qu'il y a quand même un business qui s'est mis en place, en tout cas quelque chose qui se... On parle aussi des aspects plus sectaires du développement personnel, mais ce business que vous qualifiez de neurobullshit, Mélina, non mais on en blague, mais c'est vraiment quelque chose, et peut-être même on a nous-mêmes été complices, journalistes, de mettre en avant certains aspects. On va être... beaucoup sur une fonction particulière du cerveau qui expliquerait des comportements sociaux et plein de choses derrière. On va simplifier à l'extrême certains aspects. On va s'intéresser parce qu'il y a un côté fascinant, il y a un côté valorisant là aussi. Alors voilà, comment on fait pour lutter, quelles armes on a pour lutter contre le neurobullshit, Mélina Huc? La science, tout simplement. Je connais cette théorie. Non, je dirais que l'intérêt globalement au niveau de la société a beaucoup augmenté autour de ce qui est du fonctionnement cérébral. Je le comprends tout à fait parce que c'est un organe absolument passionnant dont on a encore, je partage cet intérêt avec Franck, je pense, et on est encore très loin d'avoir compris tout ce qui relève du cerveau, comment est-ce qu'il fonctionne et qu'est-ce qu'il y a de plus ou de moins, comment s'incarne finalement notre pensée, tout simplement. C'est effectivement quelque chose d'assez fascinant. Et la difficulté, c'est de vraiment ne pas s'enfermer dans des choses qui sont simplistes, qui résument et qui seraient scientistes, justement, c'est-à-dire c'est pas ouvert, on résume oui, à des c'est catégories. moins glamour. Vous allez être scientifique, mais vous allez être terne, grise, pas intéressante, alors que si on vous dit tout dépend d'une petite zone de vos cerveaux qui vous commande, voilà, qui vous mène par le bout du nez et qui peut donner une explication logique à certains de vos errements personnels, c'est plus vendeur. Alors, vendeur sûrement. Après, si on écoute vraiment les gens, c'est pas ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils n'ont pas envie qu'on les transforme en stéréotypes voilà, je suis comme ça. Il y a un côté, c'est vrai pour tous les diagnostics, même si celui-ci n'en est pas un. C'est un mot qui à la fois rassure parce que ça veut dire qu'on n'est pas seul, que ce qu'on vit, ça existe pour d'autres personnes. Donc ça rassure beaucoup, mais en même temps, ça peut aussi être trop déterminant, surdéterminant, et à ce moment-là, limiter. Et c'est très important, quoi qu'on dise, dans le cas où il y a de vrais diagnostics, de toujours dire, mais vous pouvez faire autre chose, vous n'êtes pas limité à une catégorie du DSM-5 ou de quel que ce soit. On vous aurait mis dans une case. Mais là, on le disait tout à l'heure aussi, cette notion de compétition, de société qui va très vite, où on est tous en compétition. Le cerveau rentre dans la course. Maintenant, on l'essentialise. On a envie de le rentabiliser, on a envie de l'exploiter. On a aussi ce mythe en disant, ben voilà, on n'utilise que 5% de notre cerveau. Alors moi, j'aime bien répondre à ça. Je suis capable de faire moins, je pense. Mais là aussi, c'est un fantasme. Mais vous voyez, il est aussi rentré dans cette course à l'échalote de la valorisation personnelle et d'être surefficace dans une société qui demande de plus en plus ça. Je ne sais pas quoi répondre à cette affirmation. C'était pas une question, mais ça allait dans le sens de ce qu'on disait. Ouais. Laissez-moi mettre en activité aller jusqu'à 8%. Ça, c'est un mythe, on est d'accord. Oui. Complètement. C'est très difficile de déterminer quel est le pourcentage du cerveau qu'on met à contribution dans... Un organe qui ne fonctionne pas, il s'atrophie. Donc voilà, si on utilisait 5% de notre cerveau, il rétrécirait, si j'ose dire. Non, il n'y a aucune raison de se dire ça. On est tous à 100%, je vous rassure. Hein. Les cellules qui ne marchent pas, elles meurent. Donc elles fonctionnent. Ah, oui, mais 100% chez certains, ça... Non, là, je plaisante. Vous disiez tout à l'heure qu'on a envie de donner du sens à notre parcours. On a envie de trouver des réponses. Et depuis le départ, je suis un peu sur un schéma un peu cynique, un peu moqueur, comme vous l'avez constaté, mais il y a une demande légitime derrière.
il y a certainement une souffrance, une envie d'en savoir plus, une envie de décrypter un peu tout ça. Comment on s'y retrouve dans ces méandres, Franck Ramu? Je ne sais pas. Bon, la demande de sens, c'est propre à l'être humain. Hein. Tous les humains cherchent du sens à ce qu'ils font. Après, bon, objectivement, du sens, il n'y en a pas forcément, ou en tout cas, c'est à chacun de se le trouver. Mais par contre, des gens qui ont du sens à vous vendre, ça, il y en a beaucoup. Donc voilà, c'est tout le domaine du développement personnel, du coaching, en partie de la psychothérapie, même si la psychothérapie a des choses aussi beaucoup plus sérieuses à faire, avec des gens qui ont des vrais problèmes. J'ai oublié qu'avec vous, on se fait des amis. Je pense qu'il y aura 2-3 questions tout à l'heure pour vous. Ah, mais bon, enfin, après, c'est comme dans tous les domaines, hein, il y a du bon et il y a du mauvais, hein, il y a à prendre et à laisser, il y a des très bons coachs, il y a des très bons programmes de développement personnel, il faut pas tout jeter avec l'eau du bain, hein, absolument pas. Alors pourquoi on tient tellement à ce mythe et si la plupart de ces mythes ne résistent pas à la science, on s'arc-boute, on ne veut pas les abandonner? Pourquoi la science n'est pas glamour et convaincante? Non, mais la science est glamour. Mais ce qui est glamour, c'est ça, c'est les images en couleur du cerveau, c'est-à-dire une vision assez déformée. Alors là, j'ai oublié de vous dire dire que c'est l'intelligence artificielle qui a généré ça. On a rentré les titres des tables et les logiciels d'intelligence artificielle qui ont été conçus par des cerveaux humains ont généré ça. Donc pour la table HPI, voilà ce que l'IA nous propose. Pas mal. C'est vrai que j'avais du mal à reconnaître les régions du cerveau qui étaient représentées. Maintenant, je comprends pourquoi. Parce que c'est une machine qui imagine Mais ce qu'est un cerveau humain. Mais donc, justement, sur le fait qu'on a du mal à lâcher certaines de nos croyances par rapport à ça, surtout quand elles sont un peu valorisantes ou différenciantes, ou quand elles nous apportent peut-être une réponse même temporaire qui peut sur le moment nous rassurer. Vous aimez bien mes questions. Oui, j'adore vos questions. Moi, ce que je trouve important, c'est de ne pas dire que cet intérêt et cette inquiétude, entre guillemets, elle n'est pas légitime. Moi, je parle des enfants qui peuvent avoir des difficultés à l'école ou que ce soit. Il est légitime de les aider, il est légitime de s'en inquiéter. Et c'est parfois tout simple. Enfin, je suis pas sûre que les gens ils ne souhaitent pas abandonner des mythes. C'est qu'on ne les aide pas non plus à les abandonner quand on leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre, juste pour se dire que c'est la seule façon pour eux d'être entendus. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il y a d'autres façons d'entendre cette demande que simplement dire oui, effectivement. C'est ça votre problème, mais de poser d'autres questions, d'aller chercher un petit peu ailleurs et de se départir de cette obsession du chiffre qui pourrait nous permettre d'être plus légitimes. Les gens, ce qu'ils viennent chercher aussi, c'est qu'on légitime le fait qu'ils aient des difficultés. Parce que sinon, on est comment dire, déficient, on a quelqu'un qui rencontre des difficultés, qui vit de l'anxiété, qui vit du stress, qui se sent pas bien dans son environnement, c'est considéré comme étant quelque chose de vraiment... on est cassé, quoi. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Alors que dans certains cas, c'est tout simplement l'environnement qui n'est pas adéquat. Et donc, là, plutôt que... voilà, chercher de la performance dans l'adaptation, c'est quand même aussi l'idée de faire que tout le monde accepte le monde tel qu'il est, le fonctionnement, rentre dans ce fonctionnement et devienne performant, effectivement, exploite son cerveau, son corps, parce que en général, ça a commencé par le sport, on va dire, par le corps, et puis maintenant on en arrive à exploiter l'organe cerveau. C'est la même logique, et je pense que voilà, tout notre environnement sociologique nous amène à être là-dedans. Et c'est probablement plus de cela que l'on peut souffrir, et c'est le risque aussi, je pense, de cette focalisation sur l'intelligence des enfants. On dit haut potentiel. Alors déjà, pour des adultes, est-ce que ça a du sens? Je ne sais pas. Mais on a déjà accompli notre potentiel, ou en tout cas, est-ce qu'on doit parler de potentiel à ce moment-là? Mais c'est surtout, ça veut dire que c'est peut mieux faire, quoi, un petit peu. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a de pire que cette remarque peut mieux faire? Oui, mais comment? Pourquoi? Voilà, ça, c'est une autre question. Franck, vous souhaitez réagir?
Oui, sur la question de pourquoi les gens s'accrochent à certaines croyances. Bon, la croyance, c'est quelque chose aussi qui est universel chez l'humain et qui ne sert pas juste à comprendre le monde, ça sert aussi à avoir une identité et à avoir le sentiment d'appartenir à un groupe. Donc pendant très longtemps, ce qui a structuré la vie des gens, c'est des croyances religieuses. Et ces croyances religieuses, bon, elles donnaient une certaine compréhension du monde, mais servaient surtout à se dire, voilà, moi je sais qui je suis et à quel groupe j'appartiens. Et bon, maintenant, les religions ont beaucoup décru, mais les gens, ils ont encore besoin de croyances pour avoir ce sentiment d'identité. Et donc, certaines catégories diagnostiques ou certaines étiquettes comme HPI, ça peut aussi donner un sentiment d'identité, de se dire, ah ben voilà, moi je fais partie de ce groupe, je fais partie des HPI, et je vais sur des forums sur Internet et je trouve d'autres gens qui s'identifient à l'étiquette HPI, et voilà, je dialogue avec eux et je me sens faire un groupe avec eux. Mais comme dirait Mélina Huc, l'intelligence est une valeur d'élite. Donc c'est d'autant plus facile de se réclamer de celle-ci. Il y a cet aspect valorisant. Bien sûr, oui, bien sûr. Un autre mythe qui est celui aussi on a adressé celui du cerveau qui fonctionnait qu'à 5%. On met de côté quand même toute la part du culturel et du social par rapport au biologique. C'est-à-dire qu'on serait conditionné uniquement par l'aspect cerveau. Alors je sais que vous êtes scientifique quand même, mais on ne peut pas s'abstraire, on ne peut pas s'extraire d'un contexte social. Alors, pour la mesure du QI, on sait très bien qu'il y a certains... Alors là, je parle sous le contrôle de Franck. Enfin, on sait très bien qu'il y a certaines épreuves qui sont effectivement, bien sûr, dont les résultats sont dépendants de l'environnement social et culturel et de l'éducation. D'autres, non. Clairement, sont beaucoup plus, reflètent beaucoup plus des aptitudes qui sont présentes, notamment toutes les aptitudes non verbales qui ne font pas vraiment partie de ce qui est utilisé ou enseigné à l'école et qui ne sont pas forcément très utiles d'ailleurs dans les apprentissages scolaires. Au-delà de ça, quand on parle de cette question de haute intelligence, c'est à la fois quelque chose qui est censé être très biologique et au final, c'est une revendication plutôt très culturelle. Donc effectivement, c'est un paradoxe certain. Mais l'intelligence, ça existe quel que soit... voilà, pour nous, ça existe quelle que soit la culture ou pas. Franck ? Oui, donc quelquefois, les gens ont l'impression que quand on dit intelligence, on parle forcément de quelque chose d'inné, mais en fait, pas du tout. Il y a certainement une part de génétique dans les différences individuelles de l'intelligence, mais il y a aussi une part éducative, culturelle, sociale, c'est absolument incontestable. Et enfin, c'est ce que montrent toutes les études scientifiques, hein, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Et peut-être pour éviter une confusion, les gens ont souvent l'impression que quand on dit cerveau, ça veut dire c'est gravé dans le marbre du génome. Mais en fait, pas du tout. Si on dit l'intelligence est dans le cerveau, c'est totalement trivial. C'est que forcément, c'est cet organe qui produit la fonction. Mais ça, quand on dit l'intelligence est dans le cerveau, c'est juste pour dire c'est pas dans la rate ni dans le gros orteil, ce qui est totalement évident. Mais une fois qu'on a dit ça, notre cerveau lui-même, il n'est pas complètement déterminé par nos gènes. Il est aussi le produit de l'environnement dans lequel on a grandi, qui participe à modeler ce que notre cerveau devient. Et un autre mythe qui est celui de dire que le cerveau humain a seulement tant de milliers d'années et qu'il est quelque part paramétré pour les anciens temps et que la modernité, l'accélération de toutes ces nouvelles stimulations font que il peut être un peu dépassé. C'est un outil du passé. Voilà, on dit que l'évolution naturelle, vous parlez d'orteils tout à l'heure, peut-être qu'à terme, disons le fait qu'on porte tout le temps des chaussures, on n'aura plus d'orteils dans 200, 300, 400 000 ans, je plaisante. Mais est-ce que ce mythe-là du cerveau qui n'aurait pas bougé depuis l'origine du sapiens sapiens et qui se retrouverait aujourd'hui un peu inadapté a des solutions de repli ou essaye de trouver un autre chemin dans la modernité? Cela dit, on disait qu'on allait tous mourir en prenant le chemin de fer à la fin du 19e et finalement tout va bien. Mélina ou Franck? Ça, pour le coup, j'en ferai pas un mythe, je dirais. C'est-à-dire que certainement, le cerveau n'est pas resté figé
dans l'état où il était il y a 100 000 ans. En tout cas, notre génome n'est pas resté figé dans l'état où il était il y a 100 000 ans. Il a continué à évoluer jusqu'à très récemment, même s'il évolue à une échelle de temps qui est longue par rapport à nos vies. Et donc notre cerveau a évolué avec notre génome. Mais c'est vrai que voilà, ces choses-là évoluent lentement. Et donc en l'espace de 100 000 ans, on n'est pas devenu radicalement différent des gens qu'on était dans la savane africaine il y a 100 ou il y a 200 000 ans. Donc c'est aussi en partie vrai que voilà, on a hérité d'un cerveau de primate un peu intelligent qui a été sélectionné dans un certain contexte, dans un certain écosystème, dans un certain environnement social, et que maintenant on se retrouve dans une société qui n'a rien à voir avec l'environnement dans lequel on a évolué. Et oui, on n'est pas forcément très bien adapté à cette société. On fait ce qu'on peut avec notre cerveau de primate. Et des fois ça marche, et des fois ça marche pas bien, et des fois on en voit les limites très sévères. Et donc ces limites d'adaptation, ça engendrerait quoi? C'est-à-dire le cerveau, s'il sature ou s'il n'arrive pas à intégrer il y aurait des conséquences immédiates physiologiques ou... Il y en a plein. Par exemple, par rapport à la nutrition, on a évolué dans un environnement où on ne mangeait pas forcément de la viande tous les jours et où il fallait stocker de l'énergie dès qu'on en avait l'occasion. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé un goût instinctif pour le sucre et le gras. Et aujourd'hui, où on a de la nourriture en abondance, on devient obèse. Donc c'est juste un exemple de la manière dont finalement, et le goût évidemment c'est dans notre cerveau aussi, il ne faut pas oublier, c'est pas dans l'estomac. Donc c'est un exemple d'un aspect de notre cerveau qui est resté dans l'état d'il y a 100 000 ans et qui se retrouve un petit peu mal adapté dans le contexte d'aujourd'hui. Alors vous, de votre côté, Mélina, quand les gens viennent avec cette problématique du HPI, est-ce que souvent ça cache autre chose? Donc vous avez parfois une petite prise de retard de diagnostic, mais on parle maintenant de troubles de l'attention, on parle d'hyperactivité, tous ces paramètres-là qui sont pour le coup quantifiables, qui sont, sur lesquels on peut poser un diagnostic de type scientifique. Alors, les gens ne viennent pas directement me voir avec cette question de l'HPI. Moi, généralement, je les récupère après qu'ils aient eu... C'est ce que vous disiez, il y a eu un peu de retard lié à... cette réponse. Oui, tout à fait. On n'a aucun diagnostic qui est aussi quantifiable que ça. C'est toujours sur le fonctionnement, parce que on parlait de la question de l'intelligence, du QI, moi je vais raisonner avec ce que je connais qu'on appelle le trouble du développement intellectuel. Auparavant, on appelait ça la déficience intellectuelle. Pour qu'il y ait une déficience intellectuelle, il faut qu'il y ait à la fois un bas QI et en même temps des difficultés d'adaptation. Et donc, quelque part dans l'intelligence, on pourrait avoir le même raisonnement et se dire, voilà, si on considère que voilà, le quotient intellectuel, c'est quelque chose de positif qui amène des plus, des capacités de résoudre des problèmes, de trouver des solutions, c'est quand même ça l'intelligence. Quand on a à la fois quelqu'un qui a un haut QI et qui a des difficultés d'adaptation, il faut rechercher quelque chose et ça ne va pas être du côté de c'est un HPI parce que ça ne va pas suffire, mais par contre on va pouvoir rechercher dans quel domaine, qu'est-ce qui pose problème dans cette adaptation et tomber sur effectivement évaluer la capacité attentionnelle, la capacité d'inhibition surtout, d'inhiber l'impulsivité, et puis ou bien des difficultés à comprendre le langage, ou bien à comprendre les messages sociaux. Et là, tout ça va nous orienter vers des fonctionnements atypiques qui existent et qui sont potentiellement du TSA, du TDAH, quel que soit le niveau d'intelligence. Franck, on va revenir quelques instants avec vous sur l'aspect statistique. On a dit que ça ne bougeait pas. On a le pourcentage de gens à haut QI, c'est quoi? 2,3%? 2% en théorie, si la distribution des scores d'intelligence est parfaitement gaussienne. Ça veut dire en creux qu'il y a beaucoup plus de gens, je fais des guillemets avec mes doigts, diagnostiqués que réellement... Enfin, il y a un problème de nombre là encore. C'est-à-dire que... ça veut dire qu'il y a très très peu de Français qui sont dans ce cas-là, et pourtant il y a plus de gens qui sont auto-diagnostiqués ou diagnostiqués par des gens qui leur disent vous êtes des HPI. Je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément beaucoup plus de gens diagnostiqués que de gens qui le sont réellement.
2%, c'est 1 sur 50, c'est presque un par classe dans une école, ou un toutes les 2 classes. Donc il y en a quand même beaucoup autour de nous, on en connaît tous plein partout. Comment on les reconnaît, ces gens-là? Non, je plaisante. Non, mais en fait, c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup sur Internet. Comment reconnaître les HPI en entreprise? Comment reconnaître les HPI ici ou là? Et bon, en fait, la plupart ne sont pas différents. Enfin, ils sont comme tout le monde, quoi. Ils sont comme tout le monde et peut-être ils fonctionnent juste un peu plus vite que les autres, ils apprennent un peu plus vite. Voilà. D'ailleurs, je parlais des cohortes parce que j'avais vu une de vos présentations scientifiques. Vous avez travaillé sur des nombres importants pour essayer de déterminer finalement quelles seraient les caractéristiques particulières des HPI, est-ce qu'ils seraient plus heureux, plus malheureux. Vous avez dit la conclusion tout à l'heure, mais rentrons un petit peu dans les détails. Qu'on a l'impression, je reviens sur ce mal-être qui peut être lié à d'autres choses. On l'a dit. D'abord, le fait, comme vous l'avez dit, on a un cerveau de primate, donc on gère comme on peut. Ensuite, qu'il y ait des maladies à diagnostic avérées, comme vous l'avez précisé. Néanmoins, on a quand même des aspects à tester, de se dire l'intelligence me rend malheureux. Oui. Bah, disons, on sait depuis très longtemps, parce qu'il y a eu plein d'études qui regardent les corrélations entre les scores de QI et différentes choses qui vous arrivent dans la vie, que globalement, plus le QI augmente et meilleurs sont les différents aspects de la vie des gens. Mais bon, ça déjà, c'est peut-être contre-intuitif. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand on a un haut QI, en général, on a une meilleure vie que les autres. oui, bien sûr, parce qu'on acquiert un plus haut niveau d'éducation quand on est plus intelligent, on accède à des professions qui offrent des meilleurs revenus, on lit plus, on a une meilleure information, on prend plus soin de sa santé. Enfin, il y a tout avance finalement plus. Donc c'est parfaitement logique et prévisible. Mais bon, malgré tout, on s'est dit, OK, essayons de prendre au sérieux l'hypothèse selon laquelle, malgré tous ces avantages apparents que pourraient avoir les OQI, ils pourraient quand même, à partir d'un certain niveau d'intelligence, avoir certains troubles plus que les autres. Par exemple, parce qu'ils sont si intelligents, ils pourraient être plus angoissés que les autres par les incertitudes de la vie ou les problèmes de sens, etc. C'est une des hypothèses possibles. Ils se posent plus de questions, ok. Donc, du coup, on est allé regarder dans une des plus grandes bases de données biomédicales au monde, qui s'appelle UK Biobank. Donc, c'est 500 000 Britanniques chez qui on a tout fait. Il y a un billet déjà, ils sont britanniques. Oui, mais bon. Non, je plaisante. Et donc, on a tout leur dossier médical, tout leur diagnostic psychiatrique. Ils ont passé des tests de QI, ils ont donné leur génome, ils ont tout donné à la science. C'est formidable. Et donc, on a calculé leur score de QI chez 260 000 d'entre eux. Et on a aussi compté tout leur diagnostic psychiatrique pour voir s'il y en avait plus chez les hauts QI que chez les bas QI. Et on a trouvé qu'en gros, ils en avaient à peu près pareil que le reste de la population. Et sauf pour les troubles anxieux, ils en ont moins. Et pour le stress post-traumatique, ils en ont moins. Voilà. Aussi du fait parce qu'ils subissent aussi moins de traumatismes que la population moyenne. Ce qui est un peu logique si voilà, ils vivent dans un milieu un petit peu plus favorisé et ils sont plus aptes à éviter les risques, les accidents, etc. Alors pour avoir une idée des statistiques, je me tourne vers vous, Mélina Huc. D'un autre côté, ceux qui sont diagnostiqués dans le spectre autistique, Asperger, le syndrome d'hyperactivité, c'est quel pourcentage de la population? Si on a un HPI pour 50, vous disiez, pour le reste, pour ces troubles-là, on est dans quelle occurrence? On est un petit peu dans les mêmes eaux. Alors, pour le TSA, l'autisme, on est autour de 1%, peut-être même un peu plus. Et pour le TDAH, je veux dire des bêtises, mais c'est un petit peu plus haut, il me semble. Oui, on est 3-4%. On est encore loin d'avoir fait tous les diagnostics de ces personnes, notamment les personnes adultes, puisque c'est des diagnostics qui étaient peu faits il y a une vingtaine d'années, par exemple, qui étaient peu connus et peu faits. Donc il y a là aussi plein de gens qui sont en droit de réclamer un diagnostic a posteriori. Là, vous êtes dans une discipline qui s'affine, c'est ça, avec le temps là, c'est mouvant, c'est intéressant pour vous justement d'un point de vue scientifique. On apprend toujours, oui, ça c'est intéressant, c'est très stimulant, mais on a toujours le risque de se tromper aussi. C'est pour ça que, comme je vous disais, on suit des pistes, mais on ne ferme pas les portes tout de suite sans pouvoir s'appuyer sur des questions plus larges pour pouvoir apporter de vraies réponses aux personnes qui viennent nous voir. Mais globalement, on parlait de ces pourcentages et finalement, il y a eu toute une mouvance qui a voulu assimiler ces caractéristiques de ces personnes qui ont un QI très élevé à un trouble du neurodéveloppement.
C'est-à-dire en disant c'est une façon de penser tout à fait différente, c'est une intelligence différente. Alors il y a plein de termes qui ont été développés autour de ça, que c'est une pensée radicalement différente. Et là-dessus aussi, on n'a pas vraiment eu de preuves scientifiques. C'était des options théoriques qui valent la peine d'être formulées comme toutes sortes d'options théoriques, mais qui se sont maintenues alors même qu'on n'avait aucune preuve de la différence de cette intelligence-là spécifiquement. Des gens qui pensent différemment, il y en a beaucoup, et c'est tant mieux, pour plein de raisons différentes. C'est pas forcément à cause, lié à une intelligence plus ou moins importante, et ils ont au contraire une grande place à prendre, je pense, c'est très intéressant. Mais de là à dire que les personnes qui ont un QI plus élevé pensent radicalement différemment, je crois qu'on n'a aucune preuve de ça. Alors, on va vous en douter, ce type de débat et de sujet interroge beaucoup. Et on a beaucoup de questions de votre part dans le public et je vous en remercie. On va tout de suite les adresser, même si certains ont été à peu près couvertes. Je commence avec la première. J'ai été diagnostiqué HPI à 8 ans. Je suis étudiant en physique. Je vois beaucoup de gens HPI et atteints d'un TDAH ou Asperger. Y a-t-il chez les HPI une proportion plus élevée de ces diagnostics? Vous avez la réponse, Franck? La réponse est non, mais vous allez... Oui, non, mais on n'a pas parlé de TDAH et Asperger. Oui. Alors, disons, donc TDAH, c'est sûr que non, il y a moins de TDAH parmi les HPI. Une question proche, est-ce qu'il y a une relation entre autisme et HQI? Donc, voilà, donc a priori non. Enfin, si on regarde sur la moyenne des personnes autistes, il y a quand même une grande proportion de personnes autistes qui ont un QI faible, et donc bon, la moyenne va être inférieure à celle de la population. Ça n'exclut pas qu'il y ait des personnes autistes avec des QI normaux ou avec des QI très élevés qui soient aussi HPI. Peut-être ce qu'on n'a pas bien précisé jusque-là, c'est quand je dis les personnes HPI n'ont pas plus de troubles psychiatriques que les autres, ou voire moins. Ça ne veut pas dire que je nie qu'il y ait des personnes HPI qui aient aussi ces troubles. Bien sûr, il y en a qui ont ces troubles, c'est juste qu'en moyenne, on n'en trouve pas plus que dans le reste de la population. Donc s'il y a 5% de TDAH dans la population, il va y avoir 5% de TDAH, ou peut-être un peu moins, 3% de TDAH chez les HPI. Mais donc les cas existent, et donc si vous êtes là et vous dites « Ah, mais moi j'ai un HPI et je suis autiste », ben oui, bien sûr, ça peut arriver. Un commentaire proche, pas de problème pour les HPI, donc la personne s'interroge. Pourtant, un individu qui a moins de 60 de QI va être reconnu handicapé en souffrance. Donc, ça veut dire à l'inverse. Pourquoi Alors, effectivement, c'est une réflexion intéressante et importante. Ce qui montre bien que ce qu'on appelle l'intelligence, qu'on caractérise, alors c'est là aussi, il y a plein de façons de voir l'intelligence, mais le niveau d'intelligence qui est mesuré par les tests de QI, il montre surtout... ça va quand même être la capacité à résoudre des problèmes. Alors, certains types de problèmes bien particuliers, qui sont ceux des tests, mais effectivement, moins on arrive à résoudre des problèmes, et plus on a de chances d'avoir des difficultés dans la vie, parce que quand le problème qu'on n'arrive pas à résoudre, c'est de savoir comment utiliser un appareil simple, eh bien, effectivement, là, on va avoir un vrai handicap. D'accord ? En fonction de son environnement. Quand on n'a pas besoin d'utiliser un ordinateur et de se connecter à 15 trucs, on va être moins en difficulté. Quand on a juste à aller faire des choses beaucoup plus simples, aller couper du bois, on peut ne pas avoir de handicap avec un QI plus faible, c'est sûr. Donc tout ça est aussi variable en fonction de l'environnement, en fonction de comment on adapte l'environnement. Mais c'est là qu'est la différence, c'est-à-dire que finalement, dans ce sens-là, le potentiel a du sens, c'est-à-dire qu'on a plus de potentialité à résoudre des problèmes, ses propres problèmes en premier lieu. C'est de là que vient effectivement la difficulté. Et donc, on voit bien à quel point ça n'a pas de sens. C'est comme de se dire qu'on courrait trop vite dans la vie. Alors, si on ne peut pas s'empêcher de courir vite, évidemment, c'est un problème, mais là, c'est autre chose. Mais si on a la possibilité de courir aussi bien lentement que vite, ça ne sera jamais un problème de pouvoir courir vite. Voilà. Franck. Et ça, on l'a vérifié aussi dans nos études sur différentes cohortes. Donc, par exemple, dans UK Biobank, puisqu'on avait le QI de toute la population, on a regardé aussi le cas des personnes à faible QI inférieur à 70, donc le symétrique des hauts QI. Et là, on a constaté qu'ils avaient plus de quasiment tous les troubles psychiatriques. Ce qu'on savait déjà par rapport aux études antérieures, mais c'était intéressant de le confirmer. Donc en fait, quand on regarde le bas QI, le paysage est beaucoup plus clair que quand on regarde le haut QI. Effectivement, les personnes
qui ont un bas QI ont beaucoup plus de problèmes de toutes sortes. Donc le mythe du génie malheureux est tout aussi faux que le mythe de l'imbécile heureux. Voilà, quand on a des difficultés cognitives, ça engendre plein d'autres problèmes, évidemment. Une question sur est-ce qu'on trouve une corrélation entre le QI de parents et celui de leurs enfants? Et si oui, est-ce que la recherche penche vers un caractère héréditaire ou environnemental du QI? Mélina. Alors, je ne vais pas parler de corrélation. Je pense qu'on n'a pas les données. Si, il y en a une carrément. Alors, moi, je n'ai pas les données pour le dire. Il est évident qu'il y a des éléments génétiques et donc des éléments héréditaires au QI, tout aussi bien qu'à la déficience intellectuelle, d'ailleurs. Mais il y a aussi une part environnementale. Les deux vont souvent de pair, d'ailleurs, ce qui crée un maintien de l'avantage, on va dire, pour un certain nombre de personnes qui sont dans des familles, à la fois qui leur ont transmis des gènes plutôt favorables au développement de compétences cérébrales et en même temps un environnement qui a stimulé depuis l'enfance le développement de ces compétences également. Alors, la statistique ? Oui, les statistiques, elles sont déjà anciennes, mais oui, bien sûr, il y a une corrélation entre parents et enfants. Alors, on les connaît toutes sur le plan physique, mais c'est vrai aussi sur le plan intellectuel. On peut faire le graphe du QI des parents en fonction du QI des enfants et on voit une belle corrélation. Alors après, le seul fait d'observer cette corrélation ne vous dit pas d'où elle vient. Elle peut aussi bien venir des gènes que les parents ont transmis aux enfants que de l'environnement que les parents ont fourni aux enfants. Donc, juste observer cette corrélation ne vous donne pas la cause. Et c'est pour ça que les premières recherches qui ont essayé d'étudier la part des gènes et de l'environnement ont essayé d'exploiter d'autres situations que juste la ressemblance entre parents et enfants, mais ont essayé d'exploiter par exemple les paires de jumeaux, parce qu'il y a des jumeaux qui sont monozygotes, les vrais jumeaux qui sont génétiquement identiques, les jumeaux dizygotes, qui, eux, sont comme des frères et sœurs, donc ils partagent 50% de leurs allèles. Et du coup, cette différence de ressemblance permet de décortiquer, de découpler un petit peu mieux les influences des gènes et de l'environnement. Et c'est comme ça, grâce à ces études de jumeaux, et puis aussi à des études de famille et d'adoption, qu'on est arrivé aux premières estimations qui permettaient de dire, il y a à peu près 50% de part génétique et 50% de part environnementale. Et maintenant, c'est confirmé par les études de génétique moléculaire qui vont directement chercher dans le génome ces variations génétiques. Question suivante, y a-t-il une preuve scientifique du concept de quotient émotionnel? Bonne question, effectivement, parce que c'est quelque chose de très populaire, notamment dans tout le secteur du développement personnel. Et c'est vrai que historiquement, il y a beaucoup de gens qui ont été contrariés par ce concept d'intelligence mesuré par le QI. Et il y a toujours eu des gens qui se sont dit « Ah oui, mais bon, quand même, l'intelligence, ça explique pas tout, il y a autre chose, et même il y a des choses qui sont plus importantes que l'intelligence. » Et donc, il y a des gens qui ont inventé cette histoire d'intelligence émotionnelle. Et après, ça a été popularisé par quelqu'un qui était juste un journaliste, qui s'appelle Daniel Goleman, qui a écrit un livre là-dessus, sur le quotient émotionnel, et qui a prétendu que ça expliquait plus la réussite dans la vie que le quotient intellectuel. Mais il a affirmé ça sur la base de rien du tout, en fait. Et toutes les études qui ont essayé de tester cette hypothèse ont montré que c'était faux, que le quotient émotionnel, ça peut expliquer quelque chose, mais ça explique toujours beaucoup moins que le quotient intellectuel. Et en fait, si vous regardez un petit peu ce que c'est, vous allez être étonné parce que vous penseriez sans doute que c'est aussi des tests qui permettent de mesurer l'intelligence sociale et émotionnelle des individus. Et en fait, non, c'est même pas des tests, c'est juste des questionnaires. C'est vous-même qui répondez à des questions de si vous êtes comme ci ou comme ça. Donc, c'est un peu comme un test de personnalité. Et c'est à partir de ça qu'ils calculent votre quotient émotionnel. Donc, c'est même pas une mesure très fiable et très valide. Alors, une autre question. Vous souhaitez réagir, Mélina, sur le quotient émotionnel ? Oui, je faisais la réflexion qu'on a déjà encore du progrès à faire pour mesurer les compétences sociales de manière scientifiquement établie sur le modèle de ce qu'on a pour le QI. On y travaille, mais c'est encore délicat d'avoir des tests vraiment fiables. Donc je pense qu'on est voilà, c'est intéressant d'évaluer ces compétences sociales aussi, bien sûr, mais le quotient émotionnel n'est pas du tout issu de ces travaux-là, à ma connaissance. Donc voilà. Mais ça répond quand même à une demande du public qui a besoin de savoir, qui
qu'il y a certainement un vide à remplir, de se dire, mais voilà, ça me donne un autre type d'explication. On a parlé des HPI tout à l'heure avec la valorisation. Là, on se dit, ben, c'est autre chose, peut-être quelque chose qui n'est pas quantifiable et qui n'est peut-être pas encore quantifiable par la science. Et donc, ça expliquerait aussi peut-être voilà, que j'ai certaines En fait, c'est tout à fait légitime. Et de fait, l'intelligence n'explique pas tout. Et personne n'a jamais dit ça. Hein. L'intelligence n'explique qu'on va dire la moitié des différences de réussite scolaire et professionnelle. Mais bon, il y a de la place pour d'autres facteurs. Et d'autres facteurs qu'on connaît. Hein. Ben, par exemple, il y a la motivation, il y a le sentiment d'auto-efficacité. Bon, voilà. Il y a différents chercheurs en psychologie qui ont proposé différents concepts qui permettent de compléter ce que prédit déjà l'intelligence. Et effectivement, il y a un certain nombre de concepts qui ont prouvé une certaine validité, un certain pouvoir explicatif de la réussite. Donc voilà, par exemple, la motivation intrinsèque ou l'auto-efficacité. Ça, ce sont des concepts qui, en l'occurrence, sont mieux validés que le quotient émotionnel. Et au-delà de ça, la valeur d'un individu ne réside pas dans son chiffre de QI, ça, on est bien d'accord. Hein, voilà, il ne réside dans aucun chiffre, d'ailleurs, probablement, heureusement. Une question, finalement, le haut QI est-il seulement une notion statistique, 2 écarts types, ou bien une réelle fonction neuropsychologique différente? Oui, moi, enfin, bon, les gens ont des avis divergents là-dessus. Moi, ma réponse, c'est purement statistique. Vous voyez la distribution des scores de QI, ça fait une distribution à peu près gaussienne. Et bien, vous regardez la pointe droite de la distribution. Donc, vous coupez à un endroit et vous regardez les gens qui sont à l'extrême. Mais c'est juste ça, c'est purement statistique. Comme le disait Mélina tout à l'heure, ce sont des gens qui fonctionnent mieux, plus vite, plus fort, mais ils ne sont pas qualitativement différents du reste de la population. Ou s'il y en a qui pensent différemment, mais il y en a qui pensent différemment à tout niveau de QI, probablement. Ah ben, on est tous uniques, hein, de toute façon, hein, rassurez-vous. Une personne qui a un QI de 100, la moyenne, donc là c'est un petit test logique, ne vit pas dans le même monde, en tout cas c'est la représentation du monde qu'une de 50, donc logiquement elle ne vit pas non plus dans le même monde qu'un individu qui a 150 de QI. Mais on revient sur... on vit tous un peu dans le même monde et un peu dans un monde différent. Bien sûr que la capacité de compréhension à différents niveaux va avoir un impact sur la façon d'appréhender le monde. C'est à prendre en compte, mais ça ne nous dit pas justement alors à quel moment on devient complètement différent. Où est la bascule? Il n'y en a pas. Est-ce qu'on a... Pardon, Franck. Non, mais c'est sûr que des personnes à différents niveaux d'intelligence, ils ne vont pas accéder aux mêmes études, ils ne vont pas accéder aux mêmes professions, donc forcément, ils vont vivre en partie dans des environnements différents, et en partie dans des environnements qui sont le même parce qu'ils vont faire leurs courses au même supermarché. Donc voilà, de toute façon, on a tous un environnement qui nous est propre et qu'on partage en partie avec les autres. Une question autodéclarative, dite sérieuse sur des idées reçues, je ne m'en fais que le héros. Hein. Est-ce que la méditation en pleine conscience, Idriss Aberkan ou le Banga peuvent augmenter le QI? Franck, il y a quelqu'un qui vous en veut là. C'est quelqu'un qui a trouvé tous les mots-clés. Oui, c'est ce qu'on appelle un trigger en anglais, c'est-à-dire un facteur déclenchant chez vous de l'urticaire. Non, bon, là, il se trouve que j'ai écrit une note récemment sur la méditation de pleine conscience et sur l'intérêt qu'elle peut avoir dans les écoles. Faible, c'est ça la réponse. Même si c'est on aurait pu rajouter le chamanisme. On connaît un peu vos marottes, hein, Franck. Non, bon, voilà. Mais la méditation de pleine conscience n'a jamais eu pour objectif d'améliorer l'intelligence des gens. Et elle ne le fait pas. Mais on ne lui a jamais demandé ça, de toute façon. Hein. Après, bon, les gourous du coaching, etc., ils n'ont pas non plus pour objectif d'améliorer votre intelligence. Ils ont plutôt pour objectif de l'exploiter. Enfin, ou en tout cas de soutirer votre argent pour leurs bénéfices. Non, voilà, je ne sais pas si... Allez, ça c'était pour blâmer. On a 27 secondes. Dernière question à laquelle vous allez pouvoir me répondre. Est-ce il existe une comparaison internationale sur le phénomène des HPI? Est-ce que ça existe à l'étranger? C'est très difficile de répondre à la question parce qu'en fait, les tests de QI, ils existent dans à peu près tous les pays, mais les normes qui définissent la valeur de 100 de la moyenne de la population, l'écart type et donc le seuil du haut QI, c'est défini pour chaque pays. Donc en fait, ça varie dans le temps. Oui, et donc on peut difficilement comparer nos scores, même avec ceux des Britanniques, parce que on n'utilise pas exactement les mêmes tests, ils ont été un peu adaptés à notre langue, à notre culture, etc. Donc en fait, les comparaisons entre pays sont très difficiles à faire.
Merci beaucoup, Après, Mélina. si la question était est-ce que la fascination pour l'intelligence existe dans d'autres pays, la réponse est oui. Oui, c'est le propre de l'humain. Merci à tous les deux, on vous applaudit très très fort. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour notre 8e session intitulée, avec évidemment la modestie qui nous caractérise, Comment sauver la planète. On a 1 heure pour ça.